techniques étaient assez régulières parce que c'était la production de masse, en quelque sorte, des produits industriels. Et donc, la stabilité de la situation des salariés était obtenue par des contrats de salaire qui étaient indexés sur les progrès de productivité et qui étaient, et en même temps, le développement d'une protection sociale de redistribution. Donc c'était si vous voulez, un environnement social qui était celui de partage de progrès, de productivité, et de redistribution, pour permettre au niveau social de lutter contre le chômage lorsqu'il arrivait, etc. Mais pas de participation. Et aujourd'hui, on ne peut pas revenir à ça. Pas revenir à ça du fait de la dette publique, du fait de l'impossibilité de faire fonctionner à très basse croissance le système social, etc. Donc on doit aller dans un nouveau modèle qui passe de la gouvernance actionnariale à une gouvernance de participation, une gouvernance partenariale, et qui soit associée à moins peut-être de transferts sociaux, comme ont fait les Scandinaves, ils les ont baissés, moins de redistribution, mais un investissement social collectif, donc de l'État, dans la formation, dans la reconversion et dans l'assurance contre le chômage. Voilà, si vous voulez, ce que c'est qu'une transformation. Et donc c'est pour ça que c'est pour ce genre de choses qu'il faut se battre. L'autre élément important, je pense que c'est, là je vais aller beaucoup plus vite parce que j'ai déjà dit, l'offre et la demande sont importants tous les deux, donc il faut créer donc, ces bases-là de l'entreprise, il faut qu'elles deviennent plus compétitives dans le sens que j'ai dit, il faut que des systèmes d'innovation mettent les entreprises ensemble, mais il faut créer une demande permanente, suffisante, pour pouvoir soutenir ce processus, pour qu'il ne se casse pas la figure par le manque du taux de marge, justement. Il faut aussi soutenir le taux de marge. Et pour soutenir le taux de marge, il faut suffisamment de demande. Pensez au modèle de base de tout à l'heure. Et donc, il faut une politique macro anti-austérité qui est tout à fait cruciale. Et donc, changer la conception actuelle de la manière de gérer le problème de la dette publique est essentiel. C'est ce qu'on appelle du sequencing, quoi. Une temporalité qui a un sens. La temporalité qui a un sens par rapport à la sortie de la crise, c'est faire retrouver la croissance potentielle, et pour cela faire les transformations structurelles que nous avons, la soutenir par suffisamment de demandes publiques quand c'est nécessaire, et ensuite vous avez un niveau de croissance qui vous permet, si vous voulez, de réduire la dette publique quasi automatiquement ultérieurement. Donc ça veut dire inverser aujourd'hui les choix de politique macroéconomique qui sont faits en Europe, qui paraît un élément important. L'autre élément essentiel, c'est mais qui va dans le sens de ce que j'ai déjà dit, c'est vraiment l'environnement social est crucial et les systèmes d'innovation. Mais les systèmes d'innovation, ce sont des éléments, ce n'est pas d'une abstraction. C'est, si vous voulez, implanté quand même. Les entreprises sont implantées. Et donc, c'est faire jouer un rôle important aux responsabilités des pouvoirs régionaux. Les pouvoirs régionaux en France, en particulier, n'ont pas assez de poids pour pouvoir organiser. C'est à ces niveaux-là que les systèmes industriels s'organisent, parce que les relations de dialogue et de connaissance entre les acteurs sociaux et économiques d'une même territoire sont cruciaux pour faire avancer ça. Et donc il faut, si vous voulez, entre les trois niveaux européens, nationaux et régionaux, avoir à la fois sans doute une redistribution des pouvoirs économiques en faveur des niveaux régionaux et une interdépendance entre ces niveaux de la bonne manière, que l'État ne remplace pas ce qui doit être fait dans les régions, mais qu'il arrive en effet à l'appuyer. Donc définir la nature des responsabilités politiques qui concernent les différents niveaux, si vous voulez, d'administration publique. Donc il y a en effet une refonte politique d'une certaine manière, vous voyez, qui est relativement profonde, et en particulier établir des relations horizontales entre régions et à travers les frontières. C'est ça qui fera avancer l'Europe. Que la région de Lyon et du Piémont-Lombardie fassent ensemble des projets industriels innovateurs en commun. Que la région de Toulouse et Barcelone fassent.
Et c'est ce genre de choses qui fera avancer l'Europe concrètement, avec évidemment en même temps l'accélération très forte du déplacement des étudiants, du fait de mettre en commun, si vous voulez, en réseau les universités, etc. C'est ça qui va créer le lien social de la société civile et qui se créera une société civile européenne. Oui. Et donc elle se fait en même temps que l'on cherche à développer ce système d'innovation, puisque ça en fait partie. Voilà, les Allemands ont ça, mais ils ont ça pour eux. Je vous donne ici ce qu'on appelle l'écosystème du Mittelstand, qui rassemble toutes les caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Le point crucial, il est en bas. Bon, il est dans la qualité des actifs humains, la qualité de ce qu'on appelle les actifs intangibles, humains, organisationnels, etc., qui est extrêmement lié à la case du bas, continuité du contrôle capitalistique, c'est-à-dire hors valeur actionnariale. Ce n'est pas, si vous voulez, des hedge funds, ce n'est pas des fonds d'investissement anglo-saxons, qui pour l'essentiel contrôlent les entreprises du Mittelstand, c'est-à-dire l'ensemble PME, ETI, moyenne. C'est un contrôle capitaliste essentiellement familial ou association de familles ou relation entre ça et des banques locales qui sont implantées dans les territoires, également des acteurs publics qui ont des participations dans les entreprises de leur propre territoire, contrôle capitalistique stable. À partir de ça, vous pouvez en effet mener une stratégie de long terme. Et donc avoir une indépendance stratégique suffisante pour mener une stratégie de long terme. Puisque vous n'êtes pas sous le feu du marché boursier et du besoin de dégager instantanément des rendements financiers mirobolants. Avec une indépendance stratégique, vous avez la possibilité de vous spécialiser sur une chaîne de valeur internationale, donc de décider les domaines dans lesquels l'entreprise est forte, en fait, où elle peut avoir un avantage compétitif. Mais au plan mondial, une petite entreprise avec une vue mondiale, c'est ça la force de l'Allemagne. Des entreprises de petite taille, mais qui ont des marchés mondiaux, grâce à leur spécialisation. Ce qui est entraîné par une innovation permanente. Et vous voyez que c'est ce que... Mais ils ne cherchent pas une innovation absolument radicale, un Google par an, je veux dire, c'est pas ça. Ils cherchent de l'innovation incrémentale, ce qu'ils appellent la perfection du normal. C'est-à-dire en permanence, on est très fort dans les biens d'équipement, pour le matériel en particulier, vis-à-vis des transports, vis-à-vis du système des industries médicales, etc. On fait des biens d'équipement et des biens d'équipement qui produisent des biens d'équipement. On est là-dessus et on perfectionne tout le temps. D'où il y a ce flux d'innovation perpétuel, permanent. Ça fait quoi? Ça permet qu'on maintient les parts de marché. Donc on a du profit, le taux de marge réapparaît, et vous voyez que vous avez en effet un processus symbiotique où tout s'enchaîne et peut se reproduire, puisque avec un maintien du taux de marge, on va pouvoir réinvestir, etc. Puisque le contrôle capitalistique fait que la marge n'est pas, si vous voulez, n'est pas dilapidée par des dividendes astronomiques qui sont donnés à des gens complètement extérieurs n'importe où dans le monde. Voilà ce que c'est qu'un écosystème ou un système industriel. Bon, et donc il faut réindustrialiser comme ça. Alors oui, l'idée du développement durable comme étant un axe dans lequel l'innovation doit pouvoir va certainement se développer dans les décennies qui viennent, apparaît important. Ça rénove, il y a besoin de rénover quasiment énormément d'industries dans lesquelles l'Europe est forte, historiquement, où elle doit pouvoir... mais le cas de l'automobile est extrêmement intéressant. L'automobile, les Européens sont très forts en automobile, que les Français et les Allemands. Mais l'automobile est en train de faire la sidérurgie des années 70-80, c'est-à-dire que le marché européen des automobiles telles qu'elles sont conçues aujourd'hui devient incompatible avec les besoins de villes vertes.
disons, du changement climatique, incompatible avec la saturation du marché européen, et par conséquent, la demande baisse considérablement, et ceci depuis la fin des années 90. Les réponses ont été extrêmement faibles par rapport à ça. Il faut changer le concept de l'automobile. C'est ça l'innovation à ce point de vue-là. Là, elle devient radicale. C'est-à-dire, il faut penser que la ville du futur ne sera pas une ville étalée à l'américaine, parce que si on l'avait, on ne pourrait plus respirer. Hein? Que la ville du futur sera une ville compacte, multipolaire, avec essentiellement des moyens de transport collectifs, et où le rôle de l'automobile sera un rôle de transport local, carbone zéro. Hein? Et donc, il faut aller dans le sens de fabriquer ce type d'entreprise d'automobile électrique. Et il faut avancer très fortement là-dedans, mettre en commun les compétences, arriver à résoudre les problèmes importants de technologie qui se posent, etc. Mais la transformation de l'automobile est cruciale, et y compris pour le tiers-monde, hein, parce que dans le tiers-monde aussi, l'urbanisation va être en train de muter. Notamment en Chine, est en train de muter, d'une urbanisation qui a créé énormément de pollution vers une urbanisation qui doit réduire la pollution parce que c'est vital. Et donc il faut que les entreprises, les ensembles d'entreprises et ceux qui travaillent pour eux dans l'innovation pensent le futur. Or jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Oui, pour vous donner, et on pourrait dire la même chose pour l'agriculture, pour les économies agroalimentaires, etc., les industries agroalimentaires, etc. Bon, voilà, donc je vais terminer là-dessus, juste pour dire sur ce qu'est, donc pour ça il faut évidemment une bonne finance, je vais terminer là-dessus, hein. Donc il faut une union bancaire, il faut financer ça. On ne peut pas recommencer à le financer en sautant dans l'endettement. Sinon, vous allez en effet, grâce à l'endettement, faire baisser la contrainte financière jusqu'à ce que vous tombiez sur une nouvelle crise de l'endettement. Donc, l'endettement, la fuite dans l'endettement n'est pas la solution pour résoudre le problème du financement d'investissements importants. C'est donc repenser l'intermédiation financière. Ça suppose en effet, d'abord en Europe, que les banques soient remises en état de fonctionner et d'être remises au service de l'économie. C'est le rôle de l'union bancaire. Je ne rentre pas en détail, mais l'union bancaire est cruciale. Et ensuite, il faut plus que ça. Il faut du financement non bancaire. Pensez ce que c'est que la trajectoire d'une entreprise qui se crée et qui, jusqu'à ce qu'elle devienne une grande entreprise cotée en bourse. Elle passe par les étapes qui sont là. Elle passe le financement doit, si vous voulez, épouser les besoins d'entreprises qui font leur métamorphose à différentes étapes. Puisque le terreau des petites et moyennes entreprises et leur régénération est un élément crucial de ces systèmes industriels, qui ne sera pas conçu que par les grosses entreprises. Eh bien, il faut, à chaque fois, il faut du financement. Et ce qui nous manque en Europe, c'est d'avoir les financements appropriés aux différentes étapes. L'étape de l'amorçage, c'est vraiment du microfinancement, mais il faut l'avoir. C'est ce que les Américains appellent les business angels. Ce sont des capitalistes qui ont réussi par ailleurs et qui ont eu des entreprises de ce type, qui les connaissent vraiment très intimement et qui sont devenus des capitalistes et ont ramassé des rentabilités suffisantes qui les rendent riches. Et ils s'en servent pour, si vous voulez, faire la promotion d'entreprises qui sont en train de se créer. Donc, ils leur donnent en même temps que le financement d'amorçage, ils leur donnent, si vous voulez, plus que les conseils. Ils participent à la gestion initiale. Ça, nous en avons très peu. Ensuite, on passe véritablement à des startups qui ont besoin déjà d'un investissement en capital plus important. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de dette à ces époques-là, à l'origine. Sinon, 90% vont se casser la figure. S'il y a une dette trop tôt, c'est pas possible. Les profits ne sont pas là, ils viendront plus tard. Et vous devez investir beaucoup avant de faire du profit. Donc, il faut du venture capital, c'est-à-dire il faut des fonds d'investissement
qui ne soient pas des fonds pour essayer de faire des opérations purement de court terme, si vous voulez, de dégager des rendements élevés tout de suite. Il faut des fonds qui donnent du capital exclusivement, des fonds propres, aux entreprises et qui vont, si vous voulez, s'impliquer suffisamment longtemps, 3 à 5 ans minimum. Au décollage, on a, ça c'est les startups, c'est-à-dire le niveau du développement de l'entreprise au sens où son projet est devenu commercialisable. Ensuite, vous avez le décollage proprement dit, et c'est là que la haute demande intervient. Nouveaux produits, arrivés sur le marché. Si l'innovation ne réussit pas, l'entreprise casse la figure à ce moment-là, mais c'est le risque d'innovation. Si elle réussit, eh bien, c'est là que vous avez des taux de profit évidemment très élevés. Et donc, mais pour financer ça, cette partie-là, c'est-à-dire la partie du décollage, eh bien, il faut du financement alors que vous ne pouvez pas aller en bourse encore. C'est là qu'intervient l'essentiel. C'est-à-dire que pour éviter que ça soit trop de dettes, il faut qu'il y ait des placements privés par des fonds d'investissement qui ne sont plus des fonds à risque aussi importants qu'avant. Vous êtes dans la phase de commercialisation, donc vous êtes dans la phase de réalisation de profit, mais il y a toujours des risques évidemment, puisque c'est du financement d'économie privée, mais il faut des placements adaptés à ça. Et donc c'est là qu'on a besoin aujourd'hui d'entités financières qui soient des entités capables de mettre des fonds propres et qui soient gérés pour ça. Donc c'est des fonds qui sont, si vous voulez, animés en Chine. Ce qu'ils font, c'est les gros investisseurs institutionnels créent des fonds de private equity pour pouvoir irriguer les entreprises. D'une certaine manière, c'est ce que fait la Caisse des dépôts. Mais les gros investisseurs institutionnels comme les compagnies d'assurance ne font pas ça suffisamment, en particulier parce qu'elles subissent des règles de comptabilité, des règles prudentielles qui ne leur permettent pas d'aller vers le long terme. Donc vous voyez tous les changements qu'il faut faire dans la structure de la finance pour créer ce type d'institutions qui serviront à irriguer les entreprises. Et après, quand tout va bien, on arrive à l'introduction en bourse, on arrive à ce moment-là au marché boursier, et on arrive aussi à la titrisation de la dette pour permettre à des entreprises, si vous voulez, d'avoir accès au crédit, sans dépendre de banques particulières. Eh bien, il faut mettre en pool les demandes de crédit des entreprises. C'est normal si vous êtes dans le cadre d'un système d'innovation, c'est-à-dire d'entreprises qui ont des relations entre elles et dont si vous voulez, le développement est coordonné. À ce moment-là, il y a possibilité de titriser les prêts et d'utiliser le marché obligataire, etc. Donc, il y a une transformation à faire assez importante de la finance qui est liée à cette rénovation industrielle, qui donc est essentiellement constituée par plus de capital, plus de fonds propres, et plus de fonds propres, oui, c'est pas facile aujourd'hui, étant donné le risque considérable qui existe, personne ne veut rien faire, tout le monde veut être liquide. Donc il faut que les États donnent évidemment une piste et que ce processus de croissance repart pour que des fonds propres s'investissent. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est développer un système d'intermédiation qui ne passe pas entièrement par les banques, dans lesquels les gros investisseurs institutionnels créent des fonds de private equity qui sont des spécialistes pour financer le développement des entreprises et qui soient hors marché. Et puis que le marché obligataire se développe ensuite pour si vous voulez, les entreprises plus traditionnelles ou les entreprises de plus grande taille. Le marché obligataire se développe plus et que également ce marché obligataire ne peut pas se développer uniquement sur la signature des entreprises individuelles si elles ne sont pas de grande taille. Il faut donc titriser. Il va falloir titriser en tirant les leçons du désastre de la titrisation du marché hypothécaire pour l'éviter et pour garder les avantages de la titrisation qui est d'amener un pool d'épargne plus important que le seul crédit bancaire, mais le faire dans un cadre de régulation
qui maintiennent, si vous voulez, le risque dans des niveaux raisonnables. Bien, merci. Donc après cette présentation faite par Michel, on va ouvrir un petit peu une séance des questions. Donc, je dirais le débat est maintenant libre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment. Je ne peux pas dire jamais, mais c'est le moment de les poser. Non, heureusement, on verra. Voilà. Ils sont plus là aussi. Oui, soit par rapport à ce que j'ai pu évoquer, par rapport au contenu même du livre, soit par rapport à ce qui a été développé aujourd'hui sur notamment comment faire pour finalement revitaliser la croissance économique en Europe. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui, Jean-Yves. Vous préconisez donc pour l'Europe une forme de révolution systémique ou au moins de changement extrêmement profond. Et ma question est donc la suivante, est-ce que l'Europe peut effectuer cette révolution seule dans la mesure où la finance est mondialisée, etc. Donc est-ce que ça peut être une révolution seulement européenne et dans quelle mesure l'influence du reste du monde ne peut pas être un problème justement dans cette révolution européenne? Le problème, c'est que les autres vont plus vite que nous. Ils font des choses. C'est-à-dire que vous avez actuellement la Chine un vrai laboratoire en particulier, c'est-à-dire qu'une grande réforme a été décidée, une volonté politique s'est affirmée, et par contre, si vous voulez, les investissements d'innovation en Chine sont énormes, la rénovation des villes, etc. Les partenariats avec ces pays-là sont essentiels. Donc, en effet, il faut pouvoir le faire dans le cadre des interdépendances mondiales, en utilisant en particulier ce qui se fait ailleurs. Les Américains sont toujours capables de rebondir parce qu'il y a si vous voulez, un esprit d'entreprise extrêmement fort qui ressurgit tout le temps malgré les énormes difficultés qu'entraînent les inégalités de revenus et qu'entraîne l'exacerbation de la finance américaine. Vous avez toujours un retour de l'innovation qui apparaît dans différents secteurs, ce qui est en train de se faire sur le gaz de schiste, notamment sur les politiques énergétiques aux États-Unis. Donc, les autres vont plus vite, et justement, il faut que les endroits où nous avions un avantage, on ne les perde pas, et donc faire ce que je dis là sur le dernier graphique, c'est s'inspirer des Américains, en fait. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui est important et qu'il faut bien comprendre, il y a quand même, commence à y avoir des données là-dessus, et notamment un rapport de McKinsey de l'année dernière qui est très intéressant, parce qu'il s'appuie sur des bases de données très fortes. C'est que la globalisation est en recul. La globalisation financière est en recul, et un recul extrêmement fort. Alors, les Européens sont en sont le plus responsables, en ce sens que la globalisation au sens des flux de capitaux cross-border, comme on dit, de transfrontières, qui avait gonflé de manière extraordinaire de 2000 à 2007, mais qui avait déjà commencé dès les années 80, mais surtout de 2000 à 2007, ont reculé de 60%. Parce que les banques européennes se sont retirées, et c'était les banques européennes qui faisaient cette intermédiation, c'est-à-dire le crédit interbancaire pour irriguer le financement des pays émergents. Et donc, et manifestement, c'est un processus qui est un processus lourd, quoi, en ce sens que les banques ont subi un tel coup de l'excès de crédit, de l'excès de levier qu'elles ont eu, etc. Le risque systémique interbancaire a pris une telle ampleur pendant cette période 2008-2009. Ensuite, les règles prudentielles finissent quand même par jouer, qu'il est probable qu'on ne retrouvera plus ce type de globalisation. Alors, toute la question, c'est, va-t-on aller vers, disons, ce que Roderick appelle une globalisation limitée, parce qu'on n'a pas la régulation internationale pour le faire, et tant qu'on n'aura pas une gouvernance mondiale capable de la gérer,
c'est-à-dire qu'on soit vraiment d'accord sur toutes les règles prudentielles au niveau mondial, et non pas seulement des règles bancaires, mais des règles de contrôle des marchés, que les places de Singapour, de Hong Kong, etc. soient la même que celles de Londres, de New York et de Francfort, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Ce qui fait que la possibilité d'avoir, si vous voulez, un monde qui, sur le plan financier, se structure en espaces régionaux, avec des monnaies clés, des monnaies de zone, des monnaies attractives et pivots de zone, est quelque chose qui est peut-être le plus probable. Sinon, il faut fabriquer une globalisation qui soit sur la base de ce que j'ai dit pour l'Europe, c'est-à-dire plus prudente, où il y ait où un rôle plus important des investissements institutionnels, etc. Et qui puisse s'étendre au niveau mondial. Pour l'instant, aucune n'est jouée comme logique. Mais on est dans une situation où justement on peut apporter quelque chose. Après avoir, si vous voulez, entraîné, parce que c'est quand même les Européens qui ont entraîné cette contraction massive de la globalisation par la paralysie de leurs banques, et c'était une globalisation sur base bancaire essentiellement. Il faut fabriquer autre chose qui soit plus diversifié, qui introduise des investisseurs qui sont normalement plus, si vous voulez, faits pour investir à long terme, et qui est à faire. Mais voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas l'Europe qui est menacée par d'autres qui ne font rien, mais il y a un environnement qui aujourd'hui suppose de l'invention dans la finance. Très bien. Oui. Bonjour. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en période de crise, la rigidité de l'idéologie européenne puisse être un frein, je pense notamment aux réglementations budgétaires, mais aussi au droit de la concurrence, qui peut venir limiter tout ce qui est politique industrielle verticale, etc. Oui, absolument. Quelles ont été dans les années 2000 les forces qui ont entraîné ce qui s'est passé, c'est-à-dire une énorme polarisation, une désindustrialisation d'un côté, un renforcement de l'autre, et par conséquent des flux de capitaux importants, puisque les pays qui se désindustrialisaient et qui en même temps avaient une forte croissance par la spéculation immobilière, comme l'Espagne, avaient des déficits de balance courante qui ont dépassé 10-12%, 15% pour la Grèce, des trucs absurdes a priori, et qui ont été financés les yeux fermés. Par les banques à des spreads de crédit nuls quasiment. C'est extraordinaire. Donc du côté financier, il y a eu ça. Donc l'idée qu'on a un marché financier qui est efficient par lui-même, donc il y a une idéologie financière. Et puis en Europe, il y a une idéologie concurrentielle, en effet, qui a été la direction de la concurrence de la Commission, si vous voulez, dès 92 en fait, dès qu'on a dit on va faire plus qu'une zone de libre-échange, on va faire un marché unique, vraiment un marché unique. Alors pour eux, marché unique, ça veut dire j'élimine toutes les les différenciations possibles en termes disons, des éléments des marchés qui sont les éléments d'organisation des marchés qui étaient distingués suivant les pays. J'élimine surtout toute aide publique au secteur privé. Donc les partenariats publics-privés ont quasiment disparu, alors que les biens publics ne pouvaient, disons, les États en même temps étaient dans une attitude vis-à-vis du rôle du financement public qui était plutôt un rôle de retrait. Donc les biens publics ont commencé à péricliter parce que la Congrégation de concurrence a dit il n'est pas question que les États puissent participer à des financements communs avec le secteur privé. Et disons, l'essentiel était c'est le consommateur qui va gagner. Et par conséquent, il faut toutes les barrières disparaissent. Qu'est-ce qui a fait en particulier que l'Allemagne, les banques allemandes sont aujourd'hui en très mauvais état? Elles ont cherché à cacher leur perte, mais on va le voir, que pas mal de banques allemandes sont en très mauvais état. C'est la suppression de la subvention que les États donnaient aux banques allemandes
qui était une garantie en vérité, une garantie sur leur financement de l'industrie allemande. Ayant supprimé ça, le coût de financement est devenu plus important pour les banques, le coût de leur propre financement pour pouvoir faire les crédits. Ils se sont précipités sur les subprimes américains pour faire du rendement. Et ça, c'est directement la conséquence de la politique de la concurrence qui a été menée en Europe. Donc, en effet, vous avez tout à fait raison. Toute la question aujourd'hui, alors, comment ils font? Très lentement, ils commencent à tirer les leçons, évidemment, de ce qui s'est passé, mais de tirer les leçons en négatif, avant si vous voulez, de prendre le chapeau, de soutenir une politique industrielle, on n'en est pas encore là. Il vient d'y avoir un livre vert sur le financement du long terme, qui est sorti à l'été dernier, que Barnier a soutenu, qui a été fait avec des experts extérieurs et un certain nombre de gens de la Commission, pour montrer que si on veut financer le long terme pour faire de l'investissement industriel de longue durée, il faut faire autre chose, il faut qu'il y ait des collaborations, il faut, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est encore pas du tout à baliser au niveau des commissaires. C'est, vous voyez, très difficile à modifier cette mentalité. On peut penser que ça se fera quand même, mais il faut des années. Ce type d'idéologie très ancrée, il faut des années avant de la transformer. Voilà. Bon, mais les choses avancent parce que, disons par la démonstration du fait que vraiment, on est au-delà de l'idée qu'il y a un problème de conjoncture, important parce qu'il y a eu une crise financière. Quand vous avez 7 ans de baisse d'investissement, disons de ralentissement très fort d'investissement, que des progrès de productivité ne marchent plus du tout, que vous accumulez un output gap négatif, c'est-à-dire un écart de conjoncture, vous n'arrivez pas à retrouver la croissance potentielle. Les gens commencent à comprendre que la croissance potentielle est en train de se casser la figure elle-même. Peut-être à ce moment-là, il y a de plus en plus de monde qui vont aller dans l'autre sens. Il faut arriver à trouver des forces politiques qui poussent dans le sens que je dis là. On en trouve dans le Parlement européen, on peut en trouver dans les parlements nationaux. À mon avis, c'est pour ça qu'au plan politique, il faut faire jouer les parlements. C'est-à-dire là où il peut y avoir des gens qui poussent pour l'Europe. Les relations intergouvernementales sont bloquées. D'autres questions? Oui. Une autre. Vous avez parlé d'automobile tout à l'heure, un sujet intéressant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on met plus sous perfusion qu'autre chose et qu'en prenant des mesures palliatives sans forcément demander de contrepartie, on bloque les innovations de rupture dans cette industrie? Oui, moi je ne suis pas un spécialiste du secteur automobile, mais pas plus que d'autres d'ailleurs, je ne suis pas un économiste de l'industrie, si vous voulez. Ce qui est difficile dans l'espèce, c'est qu'il faut arriver à changer de concept, C'est l'automobile du 21e siècle n'aura plus grand-chose à voir avec l'automobile qu'on a connue, et qui a été à la base disons, de la consommation de masse, en fait. Qui était un des produits structurants de la consommation de masse avec le logement normalisé. Donc celui-là, il est venu, vous voyez, il est venu d'une innovation Ford, etc., des années 20, dire mais l'automobile, c'est pas un bien exceptionnel de luxe qui était considéré comme ça avant, ça doit aller à tout le monde, et donc je dois arriver à construire un système de production qui permet de produire l'automobile comme un produit de masse, qui était quand même quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, de penser ça. Aujourd'hui, il ne faut plus le penser comme un produit de masse, comme ça. Et notamment, ce ne sera plus le produit de structuration du mode de consommation. Mais il faut le penser dans le cadre du développement durable et par conséquent dans le cadre du zéro carbone, en fait, disons, de l'élimination de la pollution. Et dans le cadre je reviens là-dessus, parce que c'est très important, d'une urbanisation qui va muter. C'est-à-dire ce dont on a besoin, vous
oui, je ne sais pas si vous connaissez un certain nombre de villes américaines, ce qui est le cocktail de ce qui était le mode de vie américain et qui est l'opposé de ce qui va exister dans l'avenir, c'est par exemple Atlanta. Une ville totalement plate, et pas de densité décroissante du centre vers la périphérie. Donc ce qu'on appelle le sprawl, c'est-à-dire l'étalement de la ville, de la voiture partout, aucun transport collectif, 2 voitures par ménage, de l'habitat par pavillonnaire avec un maximum évidemment d'air conditionné, etc. Donc une pollution gigantesque. Et bien, la ville du futur, c'est l'opposé de ça. Ville compacte, en hauteur, le terrain est rare, le centre-ville doit être tel que les déplacements doivent se faire au maximum à pied ou avec des bicyclettes ou des moyens de transport à pollution zéro, et des automobiles qui rentrent là-dedans. Hein, voyez. Et puis les longues distances essentiellement par transport ferroviaire. Donc en même temps, c'est véritablement un enjeu formidable d'innovation. C'est exactement ce qui s'est passé. Le XXe siècle, entre les années 20 et puis les années 60, ont été une mutation formidable pour une urbanisation gigantesque sur l'automobile. Il faut maintenant une urbanisation nouvelle qui est plus sur l'automobile, et où l'automobile est un outil, si vous voulez, qui participe avec les autres, quoi, hein, à ce que c'est que la fonction transport. Donc ce qu'il faut, c'est que et ça c'est vraiment une nouveauté aussi, l'innovation aujourd'hui doit intégrer services et industrie très fortement. Il ne s'agit pas de faire un objet roulant, il s'agit de penser la fonction transport et ses complémentarités. Et dedans, certains objets, comme des automobiles électriques, participeront. À ce sujet, je vous invite à lire l'ouvrage que tu as écrit, Goubaï, hein, dans la voie chinoise. On essaye de voir. Tu développes effectivement tous ces points-là sur la nouvelle ville, la ville du futur, et puis comment penser effectivement les transports autour de cette ville du futur. Donc, dans la voie chinoise, vous trouverez, il y a quelques chapitres qui sont consacrés à cette question. Je vais poser peut-être moi une question, je vais revenir éventuellement sur le contenu du livre, et parce qu'il y a aussi des étudiants ici qui, je sais, préparent des concours avec des thèmes bien identifiés, donc il y a toujours politique monétaire, politique budgétaire, donc ça me fait rigoler certains d'ailleurs, je vois. 2 points simples. Sur la politique monétaire, à un moment donné, tu évoques l'idée de réformer le mandat de la Banque centrale, donc peut-être leur donner quelques informations sur quel contenu tu donnes un petit peu à cette réforme que tu appelles de tes souhaits de la Banque centrale, et pourquoi. Et puis sur le côté budgétaire, évidemment tout le monde entend parler des politiques d'austérité, on a même évoqué le terme d'austérité de croissance, hein, donc évidemment chose qui ne marche pas. Mais au regard des expériences passées de consolidation budgétaire réussie, puisque je sais que c'est un thème que tu as étudié en détail, qu'est-ce qu'on peut retenir, hein, des analyses, comment se compose ou comment se réalise une consolidation budgétaire réussie, quels enseignements peut-on en tirer pour, je dirais, l'Europe. Voilà. On est en plein sur des travaux qu'on fait actuellement. Alors, quand même, je ne sais pas quand ces examens ont lieu, mais pas tout de suite. Ce que je vous annonce, c'est qu'avant la fin mars, il y a un numéro spécial de la revue d'économie financière qui va sortir, qui va être substantiel, beaucoup d'auteurs dedans, sur les banques centrales. Et donc en particulier, moi je viens de finir mon texte pour ça, sur l'aggiornamento des politiques monétaires. C'est-à-dire que les politiques dites non conventionnelles, par rapport à une convention particulière, qui a été celle de la période des années de désinflation, hein, qui est la politique monétaire doit avoir un seul objectif, le niveau général des prix, la valeur de la monnaie si vous voulez, et un seul instrument, le taux d'intérêt à court terme. Eh bien ça, été remis en cause complètement évidemment par la crise financière, mais c'est remis en cause définitivement. C'est-à-dire que la politique monétaire ne va pas revenir au point de départ, à ce point de départ-là.
car lui-même, il est très particulier dans l'histoire de la monnaie. En particulier que la monnaie finance l'État, et la Banque d'Angleterre a été construite pour ça. Hein? La Banque d'Angleterre, créée en 1694, a été construite pour financer l'État. D'une manière beaucoup plus efficace, bien sûr, que les orfèvres, enfin que tout un ensemble de spéculateurs qui finançaient les États avant. Bon. Donc ça veut dire quoi? Alors, en revenant un peu aux choses plus précises, ça veut dire que la Banque centrale va avoir plusieurs objectifs. Avec la stabilité des prix, évidemment, il y a la stabilité financière, puisque pour avoir un seul objectif, stabilité des prix, il fallait supposer que la stabilité financière se faisait toute seule. C'est-à-dire que les marchés financiers étaient stables par nature. Et que si je stabilise le niveau de l'inflation, si j'empêche l'inflation, il n'y a plus aucune autre source de crise financière. Il est clair que maintenant, personne ne peut tenir ça. Tout au moins, vous pouvez encore trouver, à mon avis, des théoriciens de la microfinance qui, dans leur tour d'ivoire, ils n'ont pas su que la crise existait. Ils peuvent encore croire à ça. Mais si les gens sérieux, évidemment, et notamment les gens pragmatiques, comme les banquiers centraux, ne peuvent pas. Hein. Donc, ils savent maintenant que la stabilité financière est leur responsabilité. Et donc, il faut donner d'autres outils. C'est-à-dire, le taux d'intérêt, à lui tout seul, ne peut pas à la fois, disons, maintenir l'inflation à un certain niveau, enfin, disons, une cible, et puis gérer la finance dans son ensemble. Il faut ce qu'on appelle des outils macro-prudentiels, mais qui sont des outils d'ordre de la politique monétaire, puisque ça doit agir sur le niveau d'endettement, enfin sur le levier d'endettement des intermédiaires financiers. Il faut agir sur ce qu'on appelle le mismatch d'échéance, c'est-à-dire empêcher que l'on finance du long terme non liquide par du court terme extrêmement liquide sur des marchés qui peuvent être très volatiles, etc. Donc il faut des outils pour ça, macro-prudentiels, pour lutter contre les vulnérabilités que la finance développe dans son, si vous voulez, dans une phase de cycle financier où vous avez un essor et une euphorie. Et la finance est toujours avec des phases d'euphorie et des phases, si vous voulez, de pessimisme. Donc, et le troisième objectif, c'est la dette publique. En effet, ce qu'on montre alors dans l'étude actuelle que nous faisons pour la Caisse des dépôts sur le problème des dettes publiques en Europe, et la méthode a été d'avoir une grande partie historique, c'est-à-dire de regarder les dettes publiques et les consolidations de dettes publiques à la fois dans le temps. Notamment, il y a un des papiers intéressants qui regarde la France depuis les années 1890, les différents épisodes, pourquoi tel épisode a marché, d'autres pas, etc. Et puis, international aussi. On a regardé des tas d'expériences scandinaves, japonaises, irlandaises, australiennes. Qu'est-ce qu'on dégage comme idée? La première, c'est que ce n'est pas la même chose de consolider une dette publique qui s'est constituée par une dérive budgétaire, un certain laxisme budgétaire, si vous voulez, progressif pendant une certaine période, mais dans un environnement économique normal. Dans ce cadre-là, vous pouvez en effet, en inversant la politique budgétaire, c'est-à-dire en introduisant donc une certaine dose d'austérité. Et vous êtes dans une conjoncture normale, c'est-à-dire que le secteur privé soutient la croissance, vous pouvez arriver à résoudre le problème, c'est-à-dire à faire rebaisser la dette publique. Elle atteint un plateau et puis elle finit par rebaisser. Il faut réaliser ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire un excédent du solde budgétaire hors intérêt. Hein? Vous prenez les dépenses et les recettes, mais vous laissez tomber le coût de l'intérêt, et le déficit total, c'est le déficit primaire, plus, ou l'excédent primaire, plus le paiement des intérêts. Donc en agissant par la politique budgétaire toute seule, c'est-à-dire par l'excédent primaire, ce qui implique une certaine, évidemment, en capacité à le faire expliquer à la population. Hein. Après, il y a tout un débat de savoir s'il vaut mieux baisser les dépenses ou augmenter les recettes. Mais dans la réalité, on trouve les deux, hein, je veux dire, sur certains aspects. Ça marche. Si au contraire,
vous avez eu un surgissement de dette publique qui vient soit qui n'est donc exogène par rapport à la politique de l'État. C'est-à-dire qui vient soit d'une guerre, soit d'une crise financière, eh bien, on voit en tout cas, et on peut montrer, on peut comprendre pourquoi, ensuite sur le plan théorique, qu'il est impossible à la politique budgétaire de résoudre seul le problème. C'est-à-dire, il n'existe pas de politique d'austérité viable qui permette de faire rebaisser la dette. Il faut donc agir sur l'ensemble de la politique économique, c'est-à-dire sur ce qui agit sur le taux d'intérêt de la dette, donc la Banque centrale, la politique monétaire, et ce qui agit sur la croissance. Car ce qui est décisif pour faire rebaisser la dette publique, c'est d'avoir un taux de croissance supérieur au taux d'intérêt réel payé par la dette. Donc, pour avoir un taux d'intérêt réel bas, il faut que la politique monétaire soit suffisamment accommodante pour permettre une inflation suffisante. Donc, elle contrôle le taux d'intérêt en achetant, vendant des titres publics. Et en même temps, elle essaye de garder une inflation suffisante. Vous voyez, c'est tout l'inverse de l'idée. Plus l'inflation est basse, mieux c'est. De façon à ce que le taux réel, alors le mieux c'est que le taux réel puisse être négatif pendant une certaine période. Parce qu'un taux réel négatif réduit la dette automatiquement. Pourquoi elle réduit la dette? Puisque le PIB nominal augmente avec le taux réel, avec le taux de croissance, plus l'inflation. Et que les recettes fiscales, si vous ne changez pas, grosso modo, si vous êtes à politique fiscale inchangée, les recettes fiscales sont proportionnelles, la croissance des recettes fiscales est proportionnelle à celle du PIB, du PIB nominal. Donc si le PIB nominal croît plus vite que le taux d'intérêt nominal payé par la Banque centrale sur sa dette, elle a des recettes automatiquement qui sont plus élevées que sa dépense, et donc elle fait baisser la dette. Donc taux réel négatif, dans l'après-guerre, les Américains ont eu ça pendant 25% du temps entre 1945 et 1970, des taux réels négatifs, et les Anglais 50% du temps. C'est normal, les Anglais avaient une dette à 240% du PIB justement. Et donc elle a baissé comme ça. Bon, et vous aviez donc des politiques monétaires suffisamment accommodantes, le contraire du traité de Maastricht. C'est bien pour ça que la BCE a dû mettre, si vous voulez, sous l'oreiller le traité de Maastricht, en vérité. Et elle agit de manière totalement différente de son mandat, parce que c'est un mandat absurde. Donc, ça c'est important. Et puis les politiques de croissance, on y est, c'était l'objectif d'aujourd'hui, comment relever les politiques de croissance pour avoir au moins un taux de croissance supérieur au taux réel. Même si le taux réel est positif, s'il est inférieur au taux de croissance, à ce moment-là, vous avez un processus qui va réduire l'endettement en public. Voilà. Donc, ça veut dire que la Banque centrale a un troisième objectif, qui est de maintenir les taux longs à des niveaux, les taux longs, c'est-à-dire ceux qui sont payés essentiellement par l'État sur ses obligations qu'il a émises, sur sa dette, eh bien, il faut que les taux longs soient suffisamment bas pour qu'ils soient en dessous du taux de croissance. Et donc, les banques centrales achètent des titres publics pour réduire, si vous voulez, l'offre qui est sur le marché, de façon à ce que le taux long soit suffisamment bas. Voilà ce qui se passe, et ce qui doit se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dernier élément. Si vous avez trois objectifs, la théorie montre que pour éviter des conflits d'objectifs, parce que quand vous avez plusieurs objectifs, vous risquez d'avoir des conflits à tel moment, qu'est-ce que je dois faire? Si la lutte contre l'inflation est incompatible avec le fait de maintenir des taux d'intérêt suffisamment bas. Eh bien, il faut avoir au moins autant d'instruments que d'objectifs. Même sans doute une redondance, parce que la stabilité financière n'est pas définie d'une manière aussi univoque que le taux d'inflation, si vous voulez, ou que le taux d'intérêt de la dette publique. C'est un truc plus ambivalent. Donc, il faut plusieurs... Les outils macroprudentiels sont plusieurs. Et il faut affecter les différents instruments
aux objectifs pour lesquels ils sont relativement les plus efficaces. Donc le taux court doit continuer à être affecté à la lutte contre l'inflation. Pour maintenir le taux long, qui n'est pas un taux que la Banque centrale peut fixer directement, c'est de changer la taille du bilan de la Banque centrale et sa structure. Elle achète, elle vend des titres de manière... elle peut faire ça en permanence, non pas en permanence faire monter son bilan, ça c'est la situation quand on est dans la crise, mais elle règle le taux d'intérêt de long terme dans certaines bandes. Exactement, ce qu'il faudrait, c'est que les banques centrales fassent sur le taux long, compte tenu de la situation budgétaire, c'est la même logique qu'avoir un taux de change administré. Le taux de change, ce n'est pas une variable qu'on fixe, il est flexible, mais administré. Mais avec vos réserves de change, la Banque centrale, elle maintient le taux de change dans un corridor. Et bien là, ce n'est pas les réserves de change, c'est le stock de dette publique qu'elle veut acheter ou vendre. Pour maintenir le taux d'intérêt long dans un corridor. Et puis la stabilité financière suppose des tests de stress réguliers, suppose tout un arsenal si vous voulez, d'exploration du marché financier. Il faut vraiment arriver à le regarder de très près, de façon à voir où sont les germes de vulnérabilité qui se passent, et puis mettre les instruments qu'il faut pour les contrer. Donc c'est une des responsabilités plus étendues des banques centrales qu'elles n'en avaient. Et en même temps, alors ça a un dernier effet qui va entraîner faire couler beaucoup d'encre, c'est que, évidemment, avec ces pluralités d'instruments, la notion d'indépendance, telle qu'elle avait été, indépendance absolue, telle qu'elle avait été définie, ne fonctionne plus. Voyez, qu'est-ce qui justifiait théoriquement la nature de l'indépendance qu'on avait, c'est-à-dire la Banque centrale fait son business. Elle ne s'occupe absolument pas de l'État, elle ne s'occupe absolument pas des autres objectifs politiques et économiques. C'est l'hypothèse de neutralité de la monnaie qui elle-même renvoie à l'effet que la finance est autostable. Et en effet, si la monnaie est neutre et que le niveau général des prix n'a pas d'effet de redistribution, n'agit pas sur l'économie réelle, eh bien, en effet, la Banque centrale peut être indépendante, elle peut même ne pas être démocratique. C'est un organisme, si vous voulez, qui est un pilote automatique, en quelque sorte, par rapport à un objectif qui est indépendant des autres objectifs. C'est ça la justification théorique. Dès lors que ça s'effondre, que tous les objectifs sont interdépendants, eh bien, elle doit évidemment tenir compte de l'État, et l'État doit tenir compte de la Banque centrale. Et donc, il va falloir penser la notion d'indépendance d'une manière beaucoup plus relative qu'absolue, que le mandat doit être défini autrement, en particulier que le mandat de Maastricht doit être réécrit, sinon il n'existe plus, quoi, si vous voulez. Et par conséquent, qu'il faut penser de nouveau il ne s'agit pas de revenir au fait que la Banque centrale revient dans l'État, comme c'était le cas en France, notamment avant les années avant 1994, avant qu'on ait fait la réforme. Mais il faut penser à un processus interactif avec des aspects de débat entre la Banque centrale et l'État pour définir la politique économique. Oui, c'est quand même des changements importants. Voilà. Et avec ça, vous allez faire votre examen. Alors, vous voyez, quand on vous parle de pluralité d'objectifs et puis l'équation du nombre d'instruments avec les objectifs, c'est, pour ceux qui ont fait des cours de politique économique, c'est la fameuse règle de Tinbergen de cohérence. Voilà. Et vous avez ensuite affecté l'instrument au bon objectif, c'est la règle de Mundell. Vous avez là deux règles de cohérence en politique économique. Ensuite, sur l'indépendance, après, il y a. Quand tu dis notamment revoir la notion d'indépendance, je pense que tu parles notamment de la différence entre indépendance d'objectif et indépendance des instruments. Si on prend le cas dans la Banque d'Angleterre, elle n'a pas véritablement l'indépendance de l'objectif, puisque c'est le chancelier de l'échiquier qui vient lui donner l'objectif. Donc il y a ensuite la responsabilité, ou en tout cas la démocratique de la Banque centrale. Donc il y a effectivement à travailler, je pense, sur cette double notion d'indépendance, objectif et instrument. Peut-être une dernière question pour que l'on reste dans les clous en termes horaires. Je crois que vous avez une question. Monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer l'impact de l'utilisation de l'euro par les pays hors Union européenne? Je pense notamment aux pays de l'ex-Yougoslavie. Et comment la Banque centrale européenne peut prendre en compte cet éventuel facteur de déséquilibre de ce phénomène, donc de l'utilisation de l'euro par d'autres pays? Ben, vous savez, c'est comme
Le dollar est utilisé partout dans le monde. Je veux dire, c'est quelque chose, une grande monnaie, évidemment, a des usages externes. Alors, une des choses possibles, c'est de dire, c'est votre boulot. Nous, ça ne nous concerne pas. La Fed, elle fait ça. C'est-à-dire, elle considère que c'est leur monnaie. Ils le font, s'ils veulent utiliser le dollar, ils utilisent le dollar, et c'est à eux de gérer le change de leur monnaie par rapport au dollar. Alors, en situation normale, c'est assez logique de dire ça. Ces pays ne sont pas dans une... Alors, c'est différent de pays qui veulent entrer dans l'euro ensuite. Hein. Alors, eux, ils vont être soumis à des règles transitoires pour montrer qu'ils peuvent rentrer dans l'euro. Et si c'est des pays qui utilisent l'euro tout en étant un change flottant ou géré, mais enfin qui gèrent eux-mêmes le truc, leurs propres objectifs, la Banque Centrale Européenne n'a pas à s'en occuper. En revanche, dans les situations de crise, comme elle s'est produite avec les pays d'Europe de l'Est, notamment avec les Baltes, avec la Hongrie, qui ont eu des crises financières fortes parce que leur système bancaire était en fait un système très largement dominé par les banques de la zone euro. Alors il y a eu la nécessité d'aider ces pays. D'aider ces pays pour que leur système bancaire ne s'effondre pas. Là au moins on a tiré les leçons des années 30. En 1931, qu'est-ce qui fait que la crise se généralise comme une traînée de poudre en Europe? C'est la faillite d'une banque autrichienne qui a entraîné des faillites en chaîne de banques allemandes, parce que les banques américaines avaient retiré leurs capitaux massivement du fait qu'elles-mêmes étaient menacées de faillite. D'ailleurs, il y a eu des faillites énormes aux États-Unis. Donc, vous avez eu un effet en chaîne massif parce que les autorités américaines n'ont absolument rien fait pour aider ces banques de l'Europe centrale. Là, on a aidé les banques de l'Europe centrale, quoi. Et c'est la BCE, oui, en effet, qui l'a fait. Alors, elle l'a fait comment? Elle a donné des garanties aux banques occidentales pour qu'elles gardent leurs capitaux en Hongrie, en Pologne, etc. Sous la forme de garantie. C'est-à-dire, si ça fait des pertes, les pertes, on vous couvre vos pertes. Dit ça à la Deutsche Bank, dit ça à BNP, etc. Aux banques italiennes surtout, qui étaient très fortement implantées dans la Roumanie, la Bulgarie par exemple. Donc voilà, elle a fait comme ça à BCE, sous la forme de garantie. Et ça a suffi parce que ça a stabilisé le système bancaire, donc il n'y a pas eu les pertes en question, et donc il n'a même pas eu à faire jouer les garanties. Mais le fait qu'elles y aient été crucial. Sinon, les banques européennes se seraient enfuies de ces pays-là, et en effet, vous auriez eu un nouvel effondrement comme il y a eu dans les années 30. Voilà. Voilà comment on fait pour des pays qui utilisent l'euro. Mais qui sont extérieurs à la zone euro. Bien, je crois que nous allons arrêter la conférence. Donc, merci à Michel pour cette présentation. Alors, pour les oui, on peut l'applaudir. Donc, je peux vous inviter à lire notamment ces deux ouvrages qui traitent de la crise de la zone euro et de son dépassement. Il y avait un premier ouvrage donc, qui avait été édité l'année dernière, donc Zone euro, éclatement ou fédération, et puis vous aviez donc celui qui avait fait l'objet de la conférence aujourd'hui, donc un New Deal pour l'Europe. Merci d'être venu, bonne journée et à très bientôt pour certains. Au revoir.